Ohayo gozaimasu, ce qui signifie « n'est pas mort ce qui a jamais d'or et au long des airs étranges peut mourir même la mort ». Aujourd'hui on va s'intéresser à un petit manga tranquille en 2 volumes parce que, ça fait 4, parce que j'ai pas envie de me fouler, la semaine a été longue, l'année commence sur les chapeaux de roue, l'argent des abonnés vient à manquer et les paparazzi essayent de prendre la partie supérieure de mon visage en photo sans relâche. Ah, vous voyez? Oh, cassez-vous! All you need is kill. Littéralement, tout ce dont tu as besoin, c'est tuer. Est un manga paru chez Kaze en juin 2014. On retrouve un paquet de monde à la source de ce manga puisqu'il a été scénarisé par Hiroshi Sakurazaka, storyboardé par Ryosuke Takeuchi, les personnages sont dessinés par Yoshitoshi Abe, et enfin le reste des dessins est assuré par Takeshi Obata, le mec qui a dessiné entre autres Death Note. Rien que ça. Tu connais Death Note, hein? T'as intérêt. Vous connaissez, vous? Ah bah ça en fait du monde pour 2 petits mangas, personne accrédité pour la préparation de l'encre, la machine à café. Non mais les gars, redescendez sur terre là, non mais oh. À ce moment-là, Professeur Sensei n'a aucune idée de la mine d'or à laquelle il vient de s'attaquer. Rappelez-vous bien ce sourire de gros con niais qui juge comme un connard. Connard. Tout commence dans une base de l'armée japonaise située sur l'île de Kotoyushi. Je l'ai bien dit, hein, où notre jeune héros Keiji Kiriya se réveille l'esprit un peu hagard. Hagard.io. Toi t'es un petit connard, hein, toujours à faire le malin. C'est vous le malin à utiliser des mots de la Renaissance. Qui utilise encore le mot hagard de nos jours? Non mais sérieux. Oh putain, je vais me le faire. Excuse-toi. Excuse-toi. Vas-y, excuse-toi. Excuse-toi. Pardon. Donc à travers une narration faite par Keiji en son fort intérieur, on apprend que l'humanité est en guerre contre un ennemi dont on ignore beaucoup de choses. Des sortes de boules de terre plus petites qu'un homme et pourvues de tentacules mécaniques. Oh, des tentacules. Tentacules. C'est rien de taille. Elles dévorent terre et océan et leurs excréments deviennent des poisons pour toutes les autres espèces vivantes. Oh. Excréments. Ces ennemis sont appelés des mimiques par l'humanité et leur rapidité, leur nombre et leur résistance rendent les victoires quasiment impossibles. Et c'est avec ça en tête que Keiji va partir sur son premier champ de bataille, censé assister une unité d'élite américaine abritant en son sein Rita Vrataski, une légendaire guerrière, seule soldat réussissant à écraser les mimiques, assurant la victoire de chaque champ de bataille qu'elle fout. Alors que la journée avant la bataille se déroule normalement, Keiji a l'impression d'avoir déjà vécu presque à l'identique tous les événements de cette journée. 2 ou 3 différences existent, mais la sensation le déconcerte. Le lendemain, sur le champ de bataille, Keiji se fait tuer par un mimique. Oh le spoil! Professeur enfoiré! Professeur FDP! Sauf que très vite, il se réveille dans son lit, dans la caserne, la veille de son premier combat contre les mimiques. Oh le retournement de situation! Là se situe le cœur de l'histoire. Dès qu'il meurt, Keiji recommence la journée la veille de son combat contre les mimiques, bloqué dans une boucle temporelle. Il essaiera aussi divers scénarios afin de casser cette boucle, allant de la désertion jusqu'au suicide, toujours avec le même résultat. Une fois résigné, Keiji va se décider à s'entraîner encore et encore pour pouvoir survivre à la bataille et passer finalement cette boucle. Rita sera un personnage très important au cours du récit, mais afin de pas trop vous spoil les plus grands retournements de situation, je me contenterai de dire que l'entièreté du récit et du scénario repose... Je sais pas pourquoi je fais ça. L'entièreté du récit et du scénario repose quasiment exclusivement sur Keiji, Rita et les mimiques. Vous remarquez que l'enchaînement est parfait ou pas? Ça se respecte. Non. All You Need Is Kill n'a en réalité que 2 réels personnages. Si on exclut les mimiques avec lesquels il n'y a aucune communication, la totalité des autres personnages ne sont au final que purement fonctionnels. Ils servent à donner un rythme aux journées que Keiji revit encore et encore. Et pour une fois, c'est pas un mal, puisque très logiquement, sur une période d'une seule et unique vraie journée, il est impossible de faire évoluer les relations des personnages de manière significative. Ce sera en fait uniquement la mentalité de Keiji qui aura un impact sur les réactions des autres. Et c'est très bien transcrit ici. La résignation et la lassitude de notre héros amènera à de nouvelles situations qu'il n'a jamais vécues au cours de ses boucles temporelles, amenant ainsi de petites péripéties et donnant juste ce qu'il faut de relief à ces archétypes qui l'entourent. Quant à Rita, sans trop vous en dévoiler, elle sera le seul personnage bénéficiant d'un vrai changement de comportement envers Keiji au fur et à mesure des boucles. Au final, même si stricto sensu, il y a peu d'interlocuteurs intéressants et développés comparé à d'autres mangas, impossible de vraiment reprocher à All You Need Is Kill le traitement de ses personnages au vu de son rythme et de sa narration. Et même au contraire, je trouve que le tout est très bien dosé. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le tome 1 aborde Keiji en couverture, puis Rita pour le second tome. You see?
Ok. On est en face d'un joli coup de crayon. Si les détails se font surtout ressentir sur le champ de bataille, on sent qu'une certaine attention a été apportée au design des personnages. Chacun ayant son style et un visage, une maturité différente. Bon, c'est vrai qu'on grille très vite l'auteur de Death Note tant notre héros ressemble à Light. Mais voilà. Très bon argument. Les effusions de sang seront présentes et à chaque fois justifiées. On verse pas dans le gore spectaculaire pour le plaisir. C'est la guerre, mon bon monsieur. Pas une boucherie ni le royaume des bisounours. Le ton du dessin est juste et ça suffit à entraîner notre intérêt pour l'histoire sans le stopper. Voilà, pas grand chose à dire de plus. La conclusion sera brève, mes amis. Et mais au fait, tu vas pas comparer tout ça au film? Quel film? Quoi? Tu l'as pas vu? Tiens. Tom Cruise. Intéressant. Voyons. Pourquoi pas? Bon, alors, finalement il y a beaucoup de choses à dire. Comme ça. Effectivement, le manga est sorti après le film, ce qui m'oblige à vous en parler tout de même. D'autant plus qu'apparemment il a connu un succès très correct et que nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, sans même savoir qu'il y avait un manga en parallèle. Mais bah dis donc. Donc, comme c'est un film américain, on n'a pas gardé le titre All You Need Is Kill, trop japonais sans doute, pour préférer un simple Age of Tomorrow. Littéralement, l'horizon du lendemain, le bord de demain. Ils disent demain à jamais les experts, mais bon, c'est de la merde à traduire. On va tout de suite expédier les points vraiment positifs du film. Il est très bien réalisé, relativement bien rythmé, visuellement beau et surtout possède un humour qui est totalement absent du manga et assez rafraîchissant, je dois le dire. Hein. Mais mea culpa, on n'est pas des gros connards qui critiquons juste parce que c'est américain, on est des gens bien, nous, ok? On réfléchit les enfants. Par contre, ce film est parfait pour illustrer les défauts dont beaucoup d'adaptations américaines souffrent. Ça en ferait presque un cas d'école en fait. Petit 1, le héros. Déjà pour commencer, le héros n'est plus un jeune homme simple recrue envoyé au front, mais... Déjà pour commencer, le héros n'est plus un jeune homme simple... Déjà pour commencer... Tu recules à chaque fois. Je suis fatigué. Déjà pour commencer, le héros n'est plus un jeune homme simple recrue envoyé au front, mais une sorte de Tom Cruise, porte-parole de l'armée, qui préfère se tenir loin du front pour passer à la télé. Alors peut-être que c'est pour faciliter l'identification de Monsieur Tout-le-Monde à ce personnage, mais je ne trouve pas que c'est très justifié. Petit 2, incohérence. Des incohérences existent alors que dans le manga ce n'était pas le cas. On nous évoque cette capacité à revenir dans le temps comme étant une contamination du sang. Mais s'il y a reboucle et que Cruise ne se fait pas recontaminer, les boucles n'existent plus. Dans le manga, on nous parle plutôt d'ondes et de particules, alors ça n'a peut-être pas plus de sens au final, mais je trouve ça plus acceptable que le délire du sang. L'autre grosse incohérence, c'est pourquoi, pendant la moitié du film, ils essayent de fuir le champ de bataille. Alors que sur la base, il y a des hélicos et tout le temps qu'il faut pour orchestrer une fuite. On se retrouve avec une sorte de road trip qui mène nulle part, sans utilité mis à part celle de créer un moment fort. Maintenant, vous êtes con, vous méritez pas ce pouvoir. Dans le manga, le fait de gagner la bataille a un vrai sens et Rita et Keiji s'y tiendront. Simple, efficace, justifié. Moyen 3. Personnage froid. Vers la fin du film, les équipiers de Cruise et de Rita se sacrifient et j'ai trouvé la réaction de nos deux héros très froide. Rien. Juste, ok. On continue. Non, faut pas vous tuer. Ah, ils sont morts. Petit 4. Non-sens complet. Non mais vraiment quoi. Dans le film, on nous parle de mimiques différents, l'alpha et l'oméga. L'alpha étant celui qui a le pouvoir dont Cruise a hérité. Dans le manga, c'est un peu plus complexe, mais là n'est pas la question. Vers la fin du film, alors que Cruise s'apprête à tuer les mimiques, pourquoi l'alpha n'utilise pas son pouvoir pour l'en empêcher? Alors que Cruise n'a plus son pouvoir lui-même, hein, et que les mimiques l'ont toujours eu eux. Alors pourquoi est-ce qu'aucun alpha ne reboote le temps pour empêcher la destruction de toute sa race? Mais dites-moi, Vincent! Mais pourquoi? Mais dites-moi, mais vous êtes con! Vous êtes con! Vous êtes con! Grand 5, non, petit 5. Happy American Ending. Joyeuse américaine fin. D'ailleurs, parlons-en de la fin. Dans le manga, la bataille finit par prendre fin, mais pas la guerre. La boucle est finie, mais la suite de l'histoire reste totalement ouverte. Sauf que les Américains n'aiment que les happy endings, et tout est résolu à la fin. Donc on nous sert la destruction totale des mimiques, bon jusque là ok, pourquoi pas. À la limite, je veux pas tomber dans le c'est différent donc c'est moins bien, ça n'a aucun sens.
Mais si on cherche à faire quelque chose de différent, il faut rester cohérent. Et ça rime, donc c'est vrai. Dans la logique, Cruz détruit le chef des mimiques, tous les autres mimiques sont désactivés par le fait, ok. Par contre, en toute logique, son escouade est morte et Rita aussi. Mais non. Tour de magie, quand le chef mimique meurt, en fait, ça renvoie une dernière fois tout le monde dans le passé. Comme ça, tout le monde est sauvé. C'est trop cool. Fuck yeah. Gros 6, mais vraiment un gros 6, Rita. Mais pour finir, le pire pour moi, le plus honteux car marquant un vrai souci, c'est le traitement réservé à Rita dans cette adaptation. Dans le manga, on nous explique que quasiment toutes les armes à feu sont inefficaces contre les mimiques. Seuls des lance-pieux en tungstène peuvent vraiment les endommager. Il se trouve que Rita est le seul soldat à se battre à la hache, au corps à corps, afin de ne jamais manquer de projectiles. Dans le film, les soldats utilisent des mitrailleuses standards et Rita s'est vue remplacer sa hache par une épée. Sans doute jugée plus badass. Sauf que non, si vous n'expliquez pas au public que les armes à feu ne servent à rien, Rita n'a aucune raison logique de se battre au corps à corps avec des mimiques. D'ailleurs, Rita dans le manga nous offre une scène très touchante lorsque Keiji meurt la première fois. Elle reste à ses côtés et lui raconte une anecdote HS sur le thé afin de le calmer, puis lui dit qu'elle restera avec lui jusqu'à ce qu'il meure quelques minutes plus tard. Dans le film, Rita est insensible à la mort de Cruz, cherchant juste à récupérer des utilitaires sur lui car il n'en aura plus besoin. En fait, je pense que c'est notre héroïne qui a le plus souffert de la réécriture, car au final, elle n'a rien de si exceptionnel sur le champ de bataille. Elle meurt souvent lors des boucles, et à part ses entraînements et les dires des autres, le spectateur n'a à aucun moment l'occasion de se dire que c'est une femme qui peut renverser l'issue de la guerre à elle seule. Alors que dans le manga, on la voit détruire des mimiques à coups de hache à la pelle. Des haches à la pelle? Elle est détruite avec une pelle, c'est bizarre. Le pire étant qu'une fois que Cruz commence à savoir se battre et prédire les mouvements de ses ennemis, Rita commence à l'admirer. Dans le manga, c'est Keiji qui n'a Dieu que pour Rita pendant un très long moment jusqu'à ce qu'une sorte de réciprocité s'installe. Les deux s'admirent l'un l'autre pour leur habileté au combat. Dans le film, Rita n'est au final qu'une simple demoiselle en détresse que Cruz doit sauver et protéger. Il fait son poseur pour la séduire, elle résiste, puis lui cède. Une romance standard qui n'a aucun intérêt, aucune saveur, et c'est ça le pire pour moi. Donc en soi, oui, je peux vraiment vous le conseiller le film, car il est très sympa à regarder. Pour moi, ça doit être l'introduction qui vous sert à vous intéresser au manga, qui est beaucoup plus abouti sur beaucoup de points. Attendez. Vous m'avez dit que le manga est sorti après le film, ce qui voudrait dire que le manga est adapté du film. Eh mais à la base du film et du manga, c'est un roman, tu savais pas? Non. Tiens. Mais... Intéressant. Pas mal. Bah oui. Ah oui. Ah ouais, c'est logique. C'est le matériau de base, et on le sent. Aucune réelle surprise, juste le plaisir d'avoir l'histoire complète telle qu'elle a été imaginée à la base, sans coupe, avec le plus de détails possible, et le plus de temps pour poser des ambiances, s'attacher aux personnages, etc. Le bouquin est écrit au présent avec un point de vue interne et utilise un registre assez familier qui colle parfaitement en fait à l'ambiance caserne, soldats, tout ça. On se sent impliqué, pris dans l'histoire, il n'y a rien de fondamentalement différent de l'histoire racontée dans le manga. On voit d'ailleurs que ce dernier a été très bien adapté, contrairement au film qui prend de très grandes libertés scénaristiques. Alors si vous êtes encore de ces jeunes qui arrivent à lire par plaisir et non par corvée, allez-y, c'est de la bonne. Hop. Je pensais me faire une petite manga classe en 2 tomes, et je me retrouve avec une manga, film, livre classe traitant d'un scénario atypique et relativement bien traité. Pour être honnête, moi j'ai d'abord vu le film à sa sortie, et j'ai senti que c'était une adaptation et qu'il y avait dans la narration un côté assez japonais. Difficile de vous dire pourquoi, mais ça se ressent. J'ai donc très vite vu qu'il découlait d'un livre, puis un jour je me suis acheté les mangas et j'ai adoré découvrir l'histoire avec une fin moins rushée, moins gâchée, moins happy American ending. Le livre n'apporte pas beaucoup plus, sauf si vous adorez lire. Mais dans l'absolu, je vous conseille le film, puis le manga. En 2 tomes, l'investissement vaut largement le coup et c'est selon moi une très bonne illustration de ce qui ne va pas dans beaucoup d'adaptations américaines qui visent le ciné d'exploitation à gros rendement. Bien sûr, le manga et le livre ne sont pas exempts de défauts non plus, mais rien de vraiment notable pour pouvoir l'exposer ici. Narration décousue, c'est voulu par la nature même du récit. Personnage secondaire totalement fade, justifié par une temporalité étroite. Rita beaucoup trop archétypale pour être crédible, contrebalancée par un chapitre qui présente son histoire pour renforcer l'attachement. Alors les enfants, intéressez-vous à cette histoire si vous ne la connaissez pas déjà, c'est pour moi un must-have et une référence dans son style.
Une dernière chose, on nous dit de plus en plus que nos classes sont cool, travaillées, qu'on mérite plus de vues, plus d'abonnés. Bah oui. En fait, si vous le pensez vraiment, vous pouvez nous aider en faisant ce que tout bon youtubeur vous demande de faire en fin de vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aimez la vidéo pour montrer aux gens que la qualité est présente et qu'ils ne perdront pas leur temps avec nous. Hein? Et enfin, le plus important des supports, partagez la vidéo sur les réseaux. Il suffit de peu au final pour nous ramener 10, puis 20, puis 30 abonnés et mine de rien, ça paraît peu pour vous. Pour nous, ça représente pratiquement 15% de petits élèves en plus à choyer. Alors on compte sur vous pour renforcer la communauté et qui sait un jour. L'énigme numéro 2 du professeur Sensei impliquera des milliers de personnes. Il y a une énigme numéro 2 ? Peut-être a-t-elle déjà commencé.